It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say, it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire. Donc, un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait de la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com. Puis, allez mettre votre code promo LVDG10 pour la voix des grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs puis aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship. Puis, on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre sponsor officiel de la saison 3 et possiblement de la saison 4, The Onsite. Donc, The Onsite, c'est quoi? C'est une usine à gym d'escalade qui font affaire un petit peu partout en Europe et au Québec. Donc, c'est le fun parce qu'ils croient vraiment à la vision de la Voix des grimpeurs qui est de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète. Puis, ils font affaire un petit peu partout à travers la planète avec leur gym. Donc, que ce soit pour créer un nouveau gym, que ce soit pour acheter des prises, pour tout ce qui est aussi projet sur mesure, ça vaut vraiment la peine de faire affaire avec eux. Donc, si vous voulez une cotation, ça va être sur le site suivant, donc theonsite.com, donc theonsite.com. Donc, vous ne serez pas déçus parce qu'ils ont l'escalade à cœur comme nous autres aussi avec la Voix des grimpeurs podcast. Donc, merci The Onsite de pouvoir rendre ce projet-là possible. Puis pour n'importe qui a des cotations, que ce soit en Europe ou au Québec, theonsite.com. Donc, bon épisode. Good! Donc, bon matin à tous et à toutes sur cet épisode, en fait, de la Voix des grimpeurs. En fait, comme je le dis à chaque début d'épisode, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète. En fait, ça va être d'inspirer un maximum de personnes à travers notre sport qui est l'escalade, autant de roches que de glace. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je pense que c'est le premier épisode à travers les 4 saisons, les 3 ou 4 saisons. En fait, là, au moment où c'est que ça va sortir, en fait, on va être à la fin de la 3e saison de La Voix des grimpeurs, mais ça va être le premier épisode où c'est qu'on va parler d'escalade de glace. Puis je pense qu'on a, en tout cas, une des personnes sur la planète au complet qui est une des personnes les plus qualifiées puis les plus inspirantes, en fait, en termes d'escalade de glace pour pouvoir nous en parler. Donc, on a Jeff Mercier, en fait, qui est sur le podcast avec nous. Puis en ce moment,
Lui puis une équipe en fait de tournage sont en Islande, en direct de l'Islande présentement, pour un film qu'ils sont en train de tourner sur Jeff, qui va faire de l'escalade en fait dans des cavernes de glace. Donc c'est vraiment inspirant de pouvoir, en fait, en tout cas, que je puisse avoir la chance qu'on puisse discuter de votre expérience en ce moment. Puis comme je le dis tout le temps, pour les gens qui nous écoutent pour la première fois, si vous aimez le contenu, la meilleure façon de nous aider, en fait, c'est de partager le show. Si vous êtes sur les balados diffusion, ben, c'est juste de faire pause à l'épisode, d'aller jusqu'en bas, puis de nous mettre un 4 ou 5 étoiles si vous aimez, en fait, ce qu'on fait. Un commentaire, ça nous aide énormément à pouvoir être affiché, en fait, dans l'algorithme là, de balado diffusion. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça en fait. Jeff, merci. Je suis vraiment content de t'avoir sur le show. Fait que bienvenue sur la voie des grimpeurs, mon Jeff. Bonsoir à tous. Ça me fait bien plaisir, tu vois, d'inaugurer cette saison de glace, d'autant que dans ton pays, dans votre beau pays qu'est le Québec, il y a énormément de très forts grimpeurs de glace. Donc, j'espère qu'ils le prendront pas mal, que ce soit un Français qui inaugure la saison. Ah, pas en tout, je suis sûr que toutes les personnes, en fait, en fait, toutes les personnes qui écoutent le show, là, qui connaissent l'escalade de glace, c'est sûr qu'ils te connaissent, puis je suis sûr qu'ils vont être super inspirés, qu'on puisse avoir une discussion par rapport à tout ça. Puis j'aimerais ça aussi que tu sais, là, par rapport à votre film, tu sais, on va en parler bientôt, mais j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu, toi, ton parcours en termes de grimpeur. Est-ce que tu as commencé, en fait, avec l'escalade de glace? Est-ce que tu as commencé avec la roche? Ça leur ressemblait à quoi un petit peu ton parcours en termes d'escalade? Alors, déjà, tu vois, pour cadrer, moi j'ai 54 ans, je suis né en OK. 1970 et j'ai commencé l'escalade tu vois, en 1983, donc quand j'avais 13 ans. Et en 1983, Oh, je pense qu'on a perdu la j'ai connexion. né à cette époque-là OK. de Roche, en tout cas chez nous en France. Ouais. Et donc j'ai commencé par ça, tu vois, de mes 13 ans à peu près mes 20 ans. J'ai commencé par l'escalade de roche parce que c'est quand même beaucoup plus abordable que l'escalade de glace. Tu vois, même en 1983, s'il n'y avait pas beaucoup de salles d'escalade, de gym, eh ben, il y avait quand même des rochers, on allait grimper dehors. Et donc, il y avait beaucoup plus de possibilités. Mhm. Parce que pour aller grimper sur la glace, ça demande du matériel. Et qu'à l'époque, moi, je n'avais pas du tout. Je dois même te dire, t'avouer qu'en 1983, je n'avais aucune idée de ce que je pouvais que l'escalade sur glace. Mhm. 90. C'est un de mes amis qui était fan de ça et qui arrêtait pas de m'en parler. Il me parlait de ses hivers, il me parlait de qu'il avait fait. Je me rappelle d'un voyage qu'il avait fait dans les Rocheuses canadiennes. Il me montrait ses photos et en fait, l'escalade sur glace, c'était un sport dont j'ai d'abord rêvé. J'ai commencé par en rêver avant même d'avoir touché des piolets. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment contribué à la passion que j'ai maintenant parce que c'est toutes les images que j'avais en tête à l'époque qui m'ont motivé, qui m'ont dit ah ouais, ça a vraiment l'air d'être magnifique, il faut que tu Mhm. ailles faire ça. J'ai commencé en fait quelques années plus tard, tu vois, quand j'avais 22 ans. En fait, c'est quand j'ai rencontré des gens qui étaient capables de m'emmener, parce que c'est quand même un sport où, bon, maintenant, moi, je suis devenu guide de haute montagne, mais en fait, je vois de mes expériences, je suis aussi secouriste en haute montagne, je travaille pour le secours en montagne, donc de toutes ces expériences du passé, je me rends compte que c'est un sport qui est vraiment très important de faire de manière encadrée. On ne peut pas acheter Mhm. des piolets au magasin avec son ami et puis l'après-midi aller grimper sur les rives de Pont-Rouge. Il y a trop de choses à connaître pour se lancer Ouais. là-dedans sans savoir. Donc voilà, c'est pour ça que je m'y suis mis un peu plus tard, donc vers mes 20 ans. Et là, ça a vraiment été un coup de fou, tu vois, rapidement. J'ai aimé ce sport, j'ai aimé évoluer sur ces structures éphémères. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important parce qu'on est prêt pour la saison de cascade de glace. Quand arrive la saison d'hiver, quand arrive la saison du froid, nous, les grimpeurs de glace, on est excités parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qui va durer 12 mois. C'est pas Mhm. comme une voie de tu vas faire une fissure à Zion, tu peux y aller en janvier, en février, en mars, en avril, en mai.
Plus y aller Mhm. tous les mois de l'année, elle a toujours la glace. Non, elle va. Les hivers sont bien plus longs que chez nous. Mais chez nous, c'est accentué en Europe parce que maintenant, on a une saison d'hiver qui est à peu près équivalente à un mois, un mois et demi. Mhm. Donc vraiment, tous les sorties que tu fais en glace, c'est exacerbé. Tu es tellement content d'être là que vraiment, c'est un véritable plaisir tous les jours. Il n'y a pas où on se dit, ah là, aujourd'hui, j'y vais pour m'entraîner. Moi, j'aime pas ce mot-là, s'entraîner pour un sport ou quoi que ce soit. Il faut faire les choses parce qu'on aime les faire. Et c'est ça que j'ai en glace. Je pense que c'est pour ça que je continue à faire ça, malgré le Wow. fait que j'ai 34 ans et j'aurais peut-être sûrement d'autres choses à faire. Enfin, ça, c'est ma femme qui me l'a dit. Euh, et vraiment, c'est quelque chose que j'ai en moi et à chaque fois que j'ai les piolets en main, eh ben, je suis super content de le faire, quoi. Wow, c'est très cool. Puis là, dans le fond, tout a commencé, ça veut dire que t'avais 20 ans, là, t'as 54 ans, fait que ça fait 24 ans que tu fais de la glace. Puis est-ce que présentement, en fait, là, tu sais, en ce 34 moment, ans. vous êtes en 34 ans, ouais, c'est vrai, j'ai fait un mauvais calcul. Puis là, tu sais, c'est ça, vous êtes, tu sais, en ce moment, toi, tu voyages un petit peu partout à travers la planète. Je comprends bien, en fait, pour trouver les beaux secteurs, en fait, de glace, là. Fait que tu t'ajustes, si on veut, avec la température qu'il peut y avoir pour pouvoir grimper pratiquement quasiment à l'année. Ou bien même encore aujourd'hui, tu sais, ta saison de glace, elle est sur l'espace d'une couple de mois. Je m'excuse, en fait, là, ça a un petit peu sauté, là, la OK. connexion est pas très bonne où on est. Ouais, on est Islande, Mais Québec, c'est ça. euh, sur ma saison d'escalade sur glace, ben, en fait, jusqu'à il y a 4 5 ans, ma saison d'escalade sur glace, elle commençait en janvier pour se finir, tu vois, assez classiquement en mars, en faisant, tu vois, des voyages, alors que ce soit en Norvège ou des fois chez vous. Et il y a une petite dizaine d'années, tu vois, j'ai redécouvert le milieu des glaciers. Les glaciers, ben, nous, les alpinistes, moi, je me qualifie avant plus comme un alpiniste que je trouve ça plus général. On est plus touche Mhm. à tout. Je me qualifie pour un alpiniste que comme un spécialiste de la cascade de glace. Donc, quand on est un alpiniste, on est un apprenti alpiniste, on commence toujours sur les glaciers, on met les crampons, on va marcher sur des secteurs plats, un peu pentus, un peu biscornus pour apprendre à manier, à faire rentrer les crampons dans la glace. Et puis après, souvent, c'est un secteur bah, qu'on oublie. C'est un secteur que l'on emprunte. On emprunte les glaciers, on marche sur les glaciers pour aller au pied des montagnes que l'on veut gravir, mais on va pas sur un glacier pour voir ce qu'il y a dans le glacier. Et donc, Mhm. moi, c'est en fait, il y a une dizaine d'années, c'était pendant un exercice de secours. À cette époque-là, j'étais au PGHM de Chamonix. Ouais. Et donc, en avant-saison, on s'entraîne toujours ben, aux possibles chutes dans les crevasses des clients, des gens à venir secourir pendant l'hiver, quand ils skient, par exemple, dans la Vallée Blanche ou d'autres endroits comme ça. Et Mhm. donc, c'est moi qui jouais le rôle de la victime. Et donc, mes collègues me descendent de 15 20 mètres au fond d'une crevasse. Et là, bah, je vois en fait cette magnifique forme qu'il y avait autour de moi, ce beau bleu. C'était pas quelque chose qui faisait peur parce qu'en fait, dans la tête des alpinistes, tomber dans une crevasse, c'est vraiment synonyme de l'accident. C'est pas un lieu où on veut aller, une crevasse. C'est un lieu qui Mhm. fait peur, un lieu qui est synonyme d'accident. Donc, nous, on n'y va pas volontairement. Et donc, en fait, c'est ça qui était devenu intéressant. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans cette démarche, c'est de faire d'un lieu qui fait peur un véritable lieu où on a envie d'aller, où on a envie d'avoir presque du plaisir à pratiquer ce sport qu'est l'escalade sur glace. Et donc, en fait, ça a considérablement rallongé ma saison, parce qu'au lieu de la commencer, de me sortir mes piolets en janvier, maintenant, j'arrive à les sortir en septembre en allant Wow. dans différents glaciers à différentes altitudes. Par exemple, la mer de glace, la mer de glace, ce glacier qui est au-dessus de Chamonix, est en bonne condition dès le mois de septembre. En fait, tout l'été, et ben avec la chaleur normale de l'été, hein, sans même parler du réchauffement climatique, avec la chaleur normale de l'été, la neige qui est dans les montagnes, elle fond, elle s'écoule sur les glaciers, Mhm. elle suit les ruisseaux, et puis elle finit dans des trous, ces trous qu'on appelle des moulins.
qui sont en fait l'échappatoire de l'eau vers la sortie du glacier. Et donc en septembre, en altitude, cette eau commence à regeler. Et donc ces moulins sont quasiment à sec, il n'y a plus d'eau qui coule dedans. Et donc ça offre aux grimpeurs vraiment plein de possibilités. Et donc il y a vraiment, chez nous dans les Alpes, on en a la chance d'en avoir des glaciers en Suisse, en Italie, aussi encore quelques-uns qui survivent en France. Mhm. Et donc, ça permet, enfin, pour moi, ça a doublé ma saison de cascade de glace. Je suis passé de 3 mois à 6 mois. Sûrement, ça doit faire rire les gens des Rocheuses canadiennes qui, eux, réussissent à faire aussi 6 mois d'escalade de glace, de vraie glace, on va dire, sans venir sur la glace Ouais. des glaciers. Mais c'est vraiment, ouais, c'est un endroit où j'aime venir. Parce qu'en fait, si je reviens un peu en arrière sur ma pratique, dans la fin des années 90, début des 2000, en France, c'était vraiment le début du dry tooling. Donc, ce sport qui consiste à se déplacer sur du rocher avec les piolets et les crampons, Mhm. qui à l'époque était, on va dire, entre un entraînement pour l'alpinisme et surtout, en fait, ce qu'il a fait se développer chez nous en Europe, c'est surtout les compétitions d'escalade sur Mhm. glace. Ouais. Donc moi, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup pratiqué à cette année, pendant ces années-là. On a développé de nouvelles falaises, ouvert beaucoup de voies. Et voilà, j'ai fait ça pendant une dizaine, 12 ans. D'ailleurs, je fais encore beaucoup de dry tooling maintenant. Mhm. J'adore ça. Et en fait, dans la glace, dans les grottes de glace, comme on arrive à trouver à certains endroits, Ouais. je me retrouvais en fait avec les profils du dry tooling, c'est-à-dire vraiment des caves, des grottes très très raides, mais avec la beauté de la glace. Et c'est vraiment ça, moi, qui est mon projet, en fait, si je peux dire, pour les prochaines années. Ce que j'essaye depuis 4 ans, c'est réussir à grimper dans ces profils hyper raides, mais comme on dirait, by Fermine, bah, sans faire de trous dans la glace avec la perceuse, comme j'ai fait il y a 4 5 ans en arrière quand je découvrais à cette époque-là le genre de structure. Donc je perçais des trous dans la glace avec une perceuse, Mhm. je mettais mes vis à glace avant de parcourir. Et en fait, c'était comme une voie d'escalade, sauf que c'était dans de la glace. Mais déjà, rien que ça, c'est vraiment chouette de se déplacer dans des profils où on n'a pas l'habitude. Par définition, l'eau, elle gèle à peu près à 90 degrés. Elle va pas geler dans des plafonds quasiment à l'horizontale. Et donc, ça ouvrait vraiment un nouveau terrain de jeu. Et c'est vraiment ça qui a boosté en fait ma carrière de glaciériste de glacier, si on peut dire. C'est toutes ces possibilités en fait qu'offrent les glaciers, qu'offrent les moulins, qu'offrent les Ouais. crevasses, qu'offrent les caves de glace. C'est vraiment l'escalade de glace comme on la pratique normalement, qui est pour moi vraiment le summum de ce qu'on peut faire. Grimper ces structures fragiles avec des protections complexes à poser, un itinéraire compliqué à trouver en fonction de la difficulté dans laquelle on évolue. J'ai des beaux souvenirs de Stas Beskin que j'ai vu l'année dernière à Pont-Rouge. Le voir se déplacer comme un chat, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de fantastique qu'est l'escalade de glace classique. Mhm. Mais grimper dans des glaciers, c'est une autre façon d'aborder le problème. Et j'aime bien ne pas me contenter que d'une seule vision, mais avoir une vision assez large de l'environnement. C'est quelque chose de sympa. Et en fait, c'est ça, moi, qui me motive dans mes voyages, notamment en Islande. Wow, j'adore ça. Puis est-ce que présentement, vous êtes beaucoup de personnes en fait sur la planète à pratiquer cette nouvelle sous-division-là de l'escalade de glace ou tu es quand même dans les pionniers puis dans les avant-gardistes de cette sous-discipline-là? Oh, je sais pas si ça l'a C'est pareil, je coupé. crois que Non, mais ouais, j'ai bien entendu ta question. OK. Je t'avoue qu'ici, en Islande, j'ai pas croisé beaucoup de gens qui pratiquaient ce genre de sport parce que c'est pas un pays
où il y a un nombre important de glaciéries, si on peut dire. Et donc, en fait, le nombre de glaciéries rapporté à l'énorme surface de glacier, il faut qu'on a très peu de chances en fait de croiser des gens. Par OK. contre, sur des endroits qui sont beaucoup plus petits, comme la mer de glace au-dessus de Chamonix. En fait, moi, j'habite maintenant pas plus très loin de cet endroit-là. On a un ou deux moulins. Donc, c'est pas ici, il y en a peut-être, je sais pas, 1000. Je sais pas si on les OK. recensait tous, il y en a pas en plus. Mais en fait, chez nous, il y en a deux ou trois. Cette année, il y en a deux. Donc, OK. en fait, c'est vrai qu'on y croise beaucoup plus de gens. Et parce qu'on est tous un peu au même endroit. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu. On y voit plus de gens. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça. Parce que moi, je sais que j'insiste, j'ai commencé avec ça en introduction. On est quand même dans un glacier, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose C'est de ça. vivant. La glace, elle évolue la journée avec la chaleur, la nuit avec le froid. Donc il y a des amplitudes thermiques assez fortes. Le glacier lui-même, elles vont se fissurer, elles peuvent être certaines fois assez dangereuses. Après, sur la surface du glacier, on peut avoir les pierres de la moraine qui risquent de tomber dessus. Donc, c'est vraiment une pratique qu'il faut vraiment manier avec précaution et même si en fait, au final, la grimpe dans un moulin, ce ne sera pas forcément extrême, pas aussi dur que, évidemment, on ne peut pas rivaliser avec ce qui se fait en escalade de glace hivernale, si on peut dire. Mhm. Mais je pense que les risques dans la moyenne sont quand même toujours assez élevés. Il y a Ouais. toujours un moment, moi, quand j'arrive, où je nettoie le sommet du glacier. Je vais casser un petit peu s'il y a des risques des petites épées de glace qui risquent de tomber sur nous. C'est un milieu, voilà, il faut vraiment y aller avec modération. Et c'est le problème de Chamonix, en fait, Chamonix ouais, qui attire beaucoup d'alpinistes à travers le monde. Bon, les gens ne viennent pas forcément à Chamonix pour grimper dans les moulins, mais on a pas mal d'étrangers qui sont là, ou même de jeunes qui veulent s'entraîner et qui vont sans avoir des fois une connaissance assez poussée du milieu. Et ouais, moi, j'ai toujours tendance à le dire aux gens, mais ça vient sûrement aussi de mon métier de secouriste, tu vois, Ouais. d'avoir vu l'accident en se disant, ah, c'est bête, ça aurait pu être évité. Je dis pas que moi, j'aurais pas un accident demain, hein, ça, c'est, personne est à l'abri Mhm. de ce qui peut se passer en montagne, mais il faut vraiment pratiquer ça avec attention. Ouais, c'est pas, on va pas là comme on va au gym. Faut Non, c'est être, ça, exact. faut être très prudent. Tu vois, encore cet après-midi, tu vois, il y a une petite pierre qui tombe, qui, qui frappe l'œil de l'assureur. Moi, il y a 2 jours, tu vois, je tombe, je me plante mon piolet dans la cuisse, une fois dans la cuisse, une fois dans l'oreille. Aussi, on a des couteaux, on a des armes dans les mains, donc c'est des choses qu'il faut manier Mhm. avec une grande. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, on dirait que c'est drôle à dire, mais c'est comme si en escalade de roche, tu sais, il n'y a pas cet aspect-là d'avoir de l'équipement, tu sais, puis de faire des manœuvres aussi précises, là, puis aussi techniques, si on veut, qu'en escalade de glace, là. Puis j'imagine aussi que dans des grottes, le niveau de danger doit être un petit peu plus élevé que dans des secteurs justement qui sont vraiment encadrés, là, comme exemple à Chamonix ou à certains endroits qui sont plus connus que des grottes, là, si on veut. Tout à fait, ouais. Tout à fait. OK. Là, en ce moment, vous êtes justement en train de tourner un film en Islande. C'était quoi votre vision un petit peu par rapport à ce tournage-là? Parce que là, je sais que vous êtes quand même un gros, une grande gang là, qui est là-bas. C'était quoi en fait votre vision par rapport à tout ça? Et bien, en fait, le but de ce voyage, c'est d'essayer de faire comprendre ma passion au grand public, tu vois. C'est pas un film. Moi, j'ai pas envie de faire un film qui va être dédié uniquement aux pratiquants très pointus, tu vois, comme on pourrait le passer, par exemple, si c'est ouais, ces glaciers, c'est quelque chose de beau. Et surtout, c'est que ces crevasses, ben, on voit rarement des photos, encore moins des vidéos de l'intérieur d'un glacier. Donc, c'est une immersion dans les glaciers. Donc, Mhm.
fait, mes escalades sont en fait l'excuse pour aller filmer ce qui se passe à l'intérieur d'un glacier. Et voir en fait comment chaque jour on essaye de trouver un profil un peu différent pour montrer toute la variété de ce qu'on peut découvrir. Donc le voyage est autour de ça. OK. Wow, c'est clair. Parce que c'est ça. Fait que dans le fond, l'escalade, c'est une excuse pour pouvoir aller prendre des vidéos, en fait, dans l'intérieur de des glaciers. Puis pourquoi, en fait, l'Islande, comparativement à d'autres endroits sur la planète? Euh, et ben, en fait, l'avantage de l'Islande, c'est qu'il y a énormément de glaciers et ils sont tous très, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont accessibles très facilement. Tu vas jamais garer ta voiture plus loin que 20 minutes d'un glacier. Donc, en fait, c'est tous les jours, parce que si on avait tourné ça à Chamonix sur la mer de glace, tu vois, on aurait eu deux structures et ça aurait été compliqué de donner de la variété pour remplir un reportage qui devrait durer, tu vois, entre 15 et 20 minutes. C'est un peu le but de ce qu'on fait là. OK. Et donc là, c'est pour montrer, ouais, voilà, on a une palette beaucoup plus large de ce qu'on peut trouver chez moi, si je peux dire, en France. Et après aussi, l'avantage de ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle souvent, et moi le premier, je suis pas vraiment très fier de ça, de cette sorte de réchauffement climatique, Mhm. de prendre l'avion pour voyager. Et donc en fait, on tourne avec tu vois, deux gars qui viennent du Colorado, Francesco qui produit le film, qui habite aux États-Unis, Matteo qui habite sur place et Auguste qui habite sur place. Donc en fait, c'est un endroit où par rapport à l'équipe que nous sommes, qui permet en fait de diminuer les temps de vol, si tu veux, pour se rendre à un endroit. C'est aussi une des raisons pour laquelle on se retrouve là. Tu vois, si on avait tous été de l'Europe, on aurait pu tourner dans différents glaciers en France, en Suisse, en Italie. Mais là, en fait, bah, ça permettait à chacun de faire un voyage un peu plus court pour se retrouver sur les lieux de tournage. OK. Et c'est quelque chose, tu vois, pour moi, je veux vraiment essayer de diminuer par la suite. C'est sûr que les gens vont se dire, bah, c'est quand même bien le moment, maintenant que tu as 54 ans, de commencer à réfléchir à ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, hein, il est jamais trop tard pour. Donc, tu vois, à diminuer un petit peu mon impact enfin, les kilomètres de vol que je fais chaque année. Et toi, par exemple, cette année, tous les automnes, je commence ma saison en Islande et souvent je vais dans les Rocheuses, à Banff ou à Banff-Calmore, tu vois, dans ce secteur-là. Et cette année, tu vois, j'ai décidé de pas aller là-bas justement pour diminuer Ton impact. mon impact carbone là-dessus. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui me coûte vraiment parce que j'aime aller là-bas, j'adore les gens que je rencontre quand je vais autour de Canmore. Il y a toute une équipe de gens très sympathiques, de très forts grimpeurs de glace qui sont là-bas, plein de secteurs variés. Mais ouais, voilà, je dis qu'il faut pas penser qu'à soi. Et je dis pas que je vais passer de beaucoup à zéro, si tu veux, en une année, parce que de toute façon, je vais aller à Youré en janvier et sûrement au Festiglas en février. Mais le Mhm. fait, voilà, j'enlève quand même un quart de mon impact, je diminue de 25% mon impact carbone. Donc, il faut bien commencer par quelque chose et c'est aussi voilà, un sujet que je voulais aborder. C'est vrai que quand on est grimpeur de glace, en France, bah, la saison, elle est tellement courte que si on ne voyage pas un petit peu, bah, en fait, c'est un sport qu'on va quasiment ne plus pratiquer du tout parce qu'il faut quand même un certain temps pour se mettre en jambes. Quand on ne peut pas Mhm. passer de la saison de grimpe de roche à directement aller dans un 6 ou un grade 6 ou un grade 6 plus. C'est un sport qui demande voilà, de la pratique, même quand on a des années de pratique derrière nous, mais il faut se repratiquer un petit peu. Et là, en France, maintenant, bah, le temps que tu refais deux, trois cascades, eh ben, tu peux arriver rapidement en fin de saison parce que bon, moi, je suis pas un grimpeur professionnel. Je veux dire, il y a les grimpeurs professionnels de glace, il y en a très peu. Je suis comme tout le monde. Moi, j'ai mes 2 jours de week-end par semaine pour grimper. Et si bah, le week-end, on a un repas de famille ou si voilà, il y a une obligation familiale, Mhm. hop, on saute un week-end et puis rapidement, les semaines passent et on se retrouve à la fin de la saison. Donc, c'est vrai que c'est Très cool. une problématique, tu vois, pour nous
en France, c'est de continuer à pratiquer un sport qu'on aime, mais sans trop abîmer la planète. Mhm, c'est fou. Fait que c'est fou parce que tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui pratique tu sais, justement l'escalade de glace en tant que tel. Tu sais, je connais le sport puis tout ça, mais je me rends compte à quel point on est quand même assez chanceux au Québec d'avoir un long hiver tu sais, pour l'escalade de glace. Oui, tout à fait, ouais, c'est sûr que. Hmm. C'est très cool. Puis, tu sais, là, justement, tu parlais que ça pouvait être difficile de s'acclimater, si on veut, rapidement à la saison de glace, vu qu'elle est tellement courte, là, si on veut, en Europe. Mais est-ce que toi, en fait, pour être capable parce que tu pratiques vraiment l'escalade de glace à un haut niveau, là, est-ce que tu as des façons, si on veut, de t'entraîner autant au niveau du physique qu'au niveau du mental, qu'au niveau... Eh ben, on en a parlé tout à l'heure. En fait, moi, j'aime pas dire que je m'entraîne, tu vois. J'essaye de faire le sport que j'aime, c'est-à-dire l'escalade, vraiment très régulièrement. Dans mon travail de secouriste, j'ai des temps d'entraînement spécifiques. Donc, je peux m'entraîner aussi à l'escalade, tu Mhm, vois, un peu plus de jours que mes 2 jours de week-end. En fait, j'essaie juste de grimper tout le temps, de grimper le plus souvent possible, d'aller marcher en montagne, d'aller faire de l'alpinisme. Ouais, en fait, tu vois, c'est pour ça que cette passion, j'arrive à la faire durer dans le temps. C'est parce que je vais pas m'enfermer dans un gymnase à prendre des poids ou à faire des tractions pendant 2 heures ou faire, tu vois, ces exercices de musculation qui sont, enfin, pour moi, pas très intéressants. J'essaie juste de grimper, effectivement. J'essaie de grimper plus dans du dévers pour m'entraîner à l'escalade dans les caves. mhm. J'essaie de grimper sur des, je sais pas comment vous appelez ça, nous on appelle ça des pincettes, les tufas, Ouais, tu vois, les des pinches, si on veut, là. pinch, parce que ça, tu vois, je sais que ça va m'entraîner aussi à serrer les piolets. Je vais orienter, si tu veux, mes séances d'escalade, mais je vais pas en faire un planning. Voilà, je OK. vais aller dès que je pourrais aller grimper, je vais grimper et des fois bah je peux pas grimper parce que bah ouais voilà, j'ai des enfants à la maison, ma femme travaille, donc des fois bah je vais prévu de m'entraîner mais bon bah il y a d'autres choses qui sont plus importantes. OK. Ouais, ben oui, c'est clair, je comprends. La, Puis, la famille avant tout. C'est pas grave, je là-dessus OK. voilà. Ah, c'est cool. Puis ça peut ressembler à quoi, justement, une semaine type dans ta saison, exemple, de glace en termes d'escalade? Parce que là, j'imagine que tu dois aussi mixer avec de l'entraînement, ben pas de l'entraînement, mais de l'escalade en gym normal. Est-ce que tu t'entraînes pour l'escalade de... Tu sais, ça peut ressembler à quoi, exemple, de ton côté, une semaine type? Bah, en fait, moi, je grimpe pas. On voit des fois des grimpeurs qui grimpent avec leurs piolets, tu vois, sur des prises, sur des pans d'escalade. Dans les gyms, peut-être vous avez cette possibilité-là qui a été offerte chez vous au Québec. Je sais qu'en France, ils aiment pas trop dans les gyms qu'on aille grimper avec nos piolets. Mais Mhm. après, certains chez eux le font. Moi, j'ai essayé de le faire, mais j'ai pas trouvé ça très intéressant. Et avant tout, je suis un grimpeur et tu vois, dès que je peux aller grimper dehors, je vais le faire, grimper sur la roche, je veux dire. Donc en fait, je m'entraîne, je vais simplement accentuer, comme je disais, sur des profils plus athlétiques. Je vais pas grimper dans des murs verticaux ou dans des dalles. J'aime bien grimper dans des choses qui sont raides, entre raides et très raides, qui vont solliciter mes épaules, qui vont solliciter mes abdos. Et, toi, je cherche plus à entraîner certains groupes musculaires Mhm. qui sont ceux qu'on sollicite. Après, ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est s'entraîner à ce mouvement de frappe dans les glaciers. Tu vois, ça, j'ai encore pas trouvé d'exercice, parce qu'en fait, si je fais des choses à répétition, à 54 ans, je suis sûr que je vais me faire mal à un muscle. Ouais. Donc là-dessus, ben, je compte un peu ouais, de le faire dehors. J'essaie d'aller grimper, en fait, quand je sais que je vais aller grimper en Islande en octobre, j'essaye de rattaquer la saison assez tôt, assez vite sur la mer de glace, dès que je peux, début septembre, pour aller m'entraîner à frapper dans la glace, en fait, en grimpant, Mhm. ou à m'entraîner à frapper et m'entraîner aussi à brocher. C'est pas m'entraîner à brocher, mais c'est avoir faire travailler les muscles pour visser les vis à glace.
que ce soit que ça se passe bien. Je sais pas si vous regardez mon Instagram, mais bon, je vous encourage, ça s'appelle Jeff Ben Murphy. oui. Tu vois, le post que j'ai mis hier, on le voit, je suis quasiment à l'horizontale. En fait, hier, on est allé dans cette fameuse grotte. Et en fait, dès les premiers mètres, je suis quasiment à l'horizontale et je mets mes broches comme ça. Donc ça, c'est finalement, en fait, dans ce genre de parcours, poser des broches, c'est ça qui va te coûter le plus de temps et donc Mhm. d'énergie. D'un côté, il va falloir que sur un bras, tu te bloques pour pouvoir visser. Et de l'autre, ben, il faut un peu forcer pour faire rentrer la broche dans la glace. Et même si, avec un bon niveau d'expérience, ça va assez vite, c'est quand même dur de mettre une broche en moins d'une minute. Je veux dire, entre le moment où tu t'arrêtes, le moment où tu la prends sur ton baudrier, le moment où tu amorces, le moment où tu vises, que tu clips ta dégaine et tu mets la corde, tu es vite plus proche des 1 minute 30. Donc ça coûte énormément d'énergie. Mhm. Et donc pour ça, ben, grimper sur des glaciers chez moi en France et faire aussi du dry tooling vraiment dans des plafonds, ça aide à développer cette énergie qu'après j'aurais besoin pour ce qui est donc vraiment mon challenge, c'est vraiment réussir à grimper dans des grottes très très raides avec mon matériel de glace habituel. Si tu veux, j'ai pas les chaussures de glace qu'ont les compétiteurs sur glace, ces sortes de chaussons d'escalade. Non, moi j'ai des chaussures qu'on achète au magasin, que ce soit des Scarpa ou des Sportiva, je vois, des chaussures classiques d'escalade sur glace qui, même si elles sont assez légères, font quand même encore un certain poids. On y rajoute le poids des crampons. C'est pareil, c'est pas des crampons vissés, c'est les crampons qu'on met pour aller habituellement Mhm. en montagne ou en cascade de glace. Et vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment important, tu vois, d'employer ce matériel classique. J'aime pas ces sports où dès que tu fais quelque chose, il faut un piolet qui soit rallongé pour faire des compétitions, il faut des chaussures avec des crampons vissés quand on grimpe dans du dévers. En fait, à la fin, ça coûte une fortune. Et même si moi, je suis pas très gêné là-dessus, parce que comme je suis aidé par beaucoup de marques, je pourrais leur demander autant de paires de piolets que je veux, autant de paires de chaussures d'escalade que je veux. Mais au final, tu vois, ça fait des années que je suis chez Petzl, j'ai ma seule paire d'ergo, j'ai juste une paire de piolets pour faire la saison. Et je suis content avec ça. Pareil, chez la Sportiva, j'ai une paire de chaussures, j'ai pas besoin d'en avoir 50. Mhm. Et aussi, je suis assez attaché, ça c'est le deuxième volet. C'est pas forcément parce qu'on est des athlètes et qu'on a donc des avantages chez les marques. Je me sens pas obligé de commander une nouvelle tenue chaque saison ou d'avoir des vêtements à outrance par le simple fait que je les paye pas. Tu vois, là par exemple, j'essaye d'accentuer la communication sur le fait que tous les vêtements que je porte de Chirab, c'est des vêtements qui ont été, c'est leur deuxième vie. Et C'est cool. on envoie à la marque, et parce qu'évidemment, avec les crampons, avec les piolets, on n'arrête pas de faire des trous dans les vêtements. Avec l'eau qui ruisselle, les vêtements sont moins imperméables. Et Ouais. moi, je les renvoie, en fait, tu vois, pendant la saison d'été pour qu'ils les réparent. Bon, Rab le fait, mais il y a Patagonia qui le fait depuis très longtemps. Il y a beaucoup de marques qui le font depuis très longtemps. Mhm. Et vraiment, j'insiste là-dessus aussi, tu vois, sur ce fait de dire il faut voyager moins, mais il faut aussi essayer de consommer moins. Et c'est pas forcément l'image qu'on a des athlètes, parce que souvent les athlètes, ils ont des beaux vêtements qui sont tout neufs, voilà. Et c'est pas, pour moi, c'est pas une bonne image que nous on doit donner, un exemple qu'on doit donner, parce qu'on est aussi là pour conseiller les gens. Et les gens souvent ils me demandent mais qu'est-ce que tu as comme vêtements, qu'est-ce que tu as comme crampons. Et moi, je peux vraiment leur donner un vrai avis sur la durabilité d'une veste, parce que la veste, je l'ai pas, c'est pas, mon sponsor me l'a pas envoyé une semaine avant de partir en Islande et je n'aurai pas une nouvelle début janvier, quoi. Cette Exact. veste-là, je l'emploie depuis quasiment, toi, 2 ou 3 saisons et je peux vraiment dire ce qu'elle vaut, ce que vaut le zip, ce que vaut la capuche, parce que je l'emploie dans le temps, tu vois. Et c'est quelque chose qui est aussi important d'employer des vêtements dans le temps, enfin des vêtements ou des piolets ou une corde dans le temps, et pas forcément avoir à chaque fois des choses nouvelles et consommer encore et encore plus. Exact, c'est vrai, c'est cool. J'adore vraiment ça comme mentalité là, de pouvoir justement faire. En fait, c'est pour la planète, encore une fois, c'est pour réduire l'impact qu'on peut avoir sur la planète sur le long terme. Tout Euh, fait, ouais. J'aimerais ça aussi qu'on parle. On a parlé d'entraînement. Tu sais, tu sais, toi, tu fais beaucoup plus d'escalade que d'essayer de t'entraîner vraiment pour l'escalade de glace en général. Mais j'aimerais ça qu'on parle de du mindset, en fait, qu'il faut avoir
pour pouvoir justement réussir en escalade de glace? Parce que clairement, tu sais, quand on regarde tes vidéos sur Instagram, tu sais, c'est pas n'importe qui, en fait, qui serait prêt à faire ces styles de, ce style de grimpe-là, puis de s'aventurer aussi loin que toi, tu le fais, si on veut, en escalade de glace, dans les grottes, etc. Ça ressemble à quoi, en fait, toi, ta mentalité par rapport à tout ça? Et c'est vrai que quand on pratique ce genre de choses, il faut accepter de tomber. Et ça, c'est l'avantage des glaciers. Si on parle, on va commencer par la saison des glaciers. En fait, on peut aller grimper dans des profils très raides. Je te citais cet exemple de ma vidéo d'hier où on me voit mettre une vis à glace quasiment à l'horizon, dans un toit horizontal. J'ai essayé, je suis tombé là-dessus, je vois que ça tient. Après, j'en mets souvent. Quand je vais dans des profils comme ça, je mets une broche tous les mètres ou tous les mètres 50. Je peux tomber. Et en fait, en s'autorisant le droit de tomber, eh ben, en fait, ça t'aide à progresser. Parce que si tu te fais bloquer à chaque fois, si ton partenaire il tire sur la corde parce que toi, tu as peur de tomber, alors tu ne pourras pas aller un peu plus loin que ce que tu sais faire. Et toi, c'est ça aussi que j'aime vraiment dans les glaciers. C'est cette possibilité qu'on a de tomber et donc de pousser vraiment son niveau au maximum, vraiment jusqu'à la chute. Mhm. Après, sur la saison de cascade de glace, évidemment, j'ai pas du tout la même vision. Je- J'essaye de pas tomber en glace. J'ai la chance de pas être tombé trop souvent, si je puis dire, en escalade de glace plus classique. Hum, Par contre, ouais, c'est quelque chose que j'ai vu de l'alpinisme là en grimpant avec différents partenaires. C'est que rapidement, à un certain niveau, les gens ont plus ou moins tous le même niveau. Par contre, ils n'ont pas tous la même acceptation du risque. Et en fait, à mon sens, c'est ça qui va faire qu'un alpiniste va être plus fort qu'un autre, qu'un glacialiste va être plus fort qu'un autre. C'est qu'il va peut-être, certains vont accepter des toutes petites chutes, certains ne vont pas accepter la chute et arrêter tout de suite. Certains vont accepter une petite chute, on va dire accepter une entorse. Certains vont accepter un petit peu plus, tu vois, peut-être une fracture de la jambe, même si, évidemment, quand on tombe en montagne, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Mais bon, par rapport à la hauteur, par rapport à la solidité des broches, c'est souvent les conséquences sur soi-même que l'on est capable d'accepter qui font qu'on va pouvoir aller plus ou moins loin. Et moi, j'accepte jusqu'à la fracture, je pense. Tu vois. J'accepte des chutes, tu vois, de 10-15 mètres. Pour moi, c'est quelque chose que moi, j'accepte de faire en glace. Wow. Et par contre, tu vois, je dépasserai pas cette hauteur-là. Toi, si je me retrouve à plus que 5-10 mètres au-dessus de la broche, si la broche est pas... Après, ça dépendra aussi de la qualité de la broche, de la protection, je veux dire. Mhm. Mais ouais, j'ai du mal à dépasser à plus que 10 mètres au-dessus d'un point, que ce soit au-dessus d'un Friends en été ou d'une broche, une broche l'hiver, quoi. C'est tout, quoi. Après, Mhm. l'avantage en glace, c'est qu'on peut mettre des points aussi souvent qu'on veut. Après, je dis pas que tous les points qu'on va mettre vont être très bons. Le fait, plus la difficulté, évidemment, c'est ce que savent tous les pratiquants d'escalade sur glace, c'est qu'en fait, plus le niveau augmente, plus la qualité de la glace est exigeante, et donc plus ça va être difficile de mettre des vis à glace qui vont retenir une chute d'une certaine hauteur. Donc c'est là qu'il va falloir apprendre à vraiment connaître son environnement pour trouver les endroits où la glace sera la meilleure, en mettre des fois des fois tu vois, je peux mettre deux broches puis je les relie par une sangle. Ça, je me dis bah voilà, s'il y en a une qui casse, si une vis à glace saute, bah la deuxième elle va me retenir, donc je les rassemble avec une sangle. Et je sais que ça va permettre, même si la glace n'est pas très bonne, en mettant deux, ben, j'aurai peut-être la qualité équivalente d'une très bonne broche. Et j'aime aussi ça me rassure aussi de mettre des broches, même si la glace n'est pas très bonne. Euh, Quand je suis dans un passage difficile, je mets une broche, puis je me dis, ah, mais celle-là, elle n'est pas bonne, mais c'est pas grave. Si je tombe, elle va absorber un peu d'énergie, tu vois. C'est ça, ouais. Et là, s'il y a un petit peu tout cet ensemble de choses, avoir en tête quelle est la dernière broche que l'on considère comme fiable. Et après, voilà, mesurer la hauteur où on est. Voilà, dans les glaciers, c'est vrai que
Moi, je mets dans le bas, je vais mettre un point tous les mètres parce que j'ai pas envie de tomber au sol, j'ai pas envie de taper mon dos sur la glace. Ça, pour moi, ça outrepasse les risques que j'accepte. Donc, il y a des moments, voilà, on va mettre beaucoup de points, puis après, ben, plus on est haut, plus la chute ne va pas se terminer au sol. Et donc, voilà, ouais, il y a tout un Hmm. ensemble de choses qui viennent de l'expérience, qui viennent de l'observation des autres, et aussi bah, des fois qui viennent de l'ego, parce que des fois on se sent un peu fort, et on a un peu des ailes qui poussent dans le dos, et on essaie de Ouais. dépasser l'autre. Alors, et quoi, ouais, on se dit, ah, ça, là j'étais un petit peu bête, des fois un petit peu plus peureux, on va être un peu souvent, tu vois, il y a pas de règle. Par contre, moi vraiment, tu vois, c'est assez rare que j'attaque une cascade de glace avec trois broches ou quatre broches. C'est comme en alpinisme. J'ai toujours un double set qui va Mhm. du triple 0 au 3. Quoi que je fasse, j'ai toujours du triple 0 au 3 deux exemplaires. En cascade de glace, j'essaye d'avoir aussi un rack assez important. Maintenant, tu vois, le poids, c'est plus trop un problème. Après, j'ai la chance de pouvoir de bénéficier de broches qui sont très légères. Donc, on peut en avoir quasiment, tu vois, une petite vingtaine sur soi sans que ce soit quelque chose de négatif qui nous empêche de progresser, quoi, que le poids soit un facteur de souci. Mhm. Faut toujours se dire, faut pas se dire, ah ben, quand je suis à ma dernière broche, ben, c'est pas grave, j'irai jusqu'au relais et puis on verra ce qui se passe, quoi. Tu vois, ça m'est encore arrivé, tu vois, il y a 2 jours, j'avais mal évalué la restée à faire jusqu'au sommet, bah, c'est pas grave, tu vois. Je regarde, ah, il me reste plus qu'une broche, et bah, tant pis, je redescends en moulinette sur ma corde, et puis je vais rechercher une un peu plus bas, quoi. À un moment, je parlais de l'ego, mais à un moment, il faut savoir se dire, c'est pas grave, la longueur, tu l'as pas enchaînée, tu vas te faire, c'est ton, le gars qui t'assure qui va te faire redescendre pour récupérer une broche, pas enchaîner longueur, c'est pas grave, parce que ça, dans une semaine, un jour, je l'aurais oublié. Je me rappellerai juste que ah, j'ai grimpé ce beau moulin, c'était sympa. Plutôt que Exact. monter et puis tomber bêtement d'une hauteur très importante, ruiner ma santé, ruiner ma saison pour quelque Exact. chose qui en vaut pas le coup. Ce qu'on fait, c'est avant tout, c'est un jeu. Il n'y a rien. Je veux dire, moi, même si j'ai pas mal d'aide de mes sponsors, c'est pas eux qui me permettent de vivre tous les jours. Et si j'ai cette facilité-là, de pas être un athlète professionnel, même si j'ai une pratique professionnelle, on peut dire. Moi, Mhm. c'est mon travail de gendarme touriste qui m'aide à vivre. Donc, si à un moment je veux dire stop, ou bah tant pis, j'ai pas enchaîné cette longueur, c'est pas grave, ça change rien. Peut-être mes sponsors ils seront pas contents, mais je doute vraiment qu'ils soient pas contents parce que pour tous, ce qui est important, c'est notre sécurité, Mhm. c'est le fait qu'on ne se pas et qu'on rentre en bonne santé chez nous. Voilà, c'est un jeu et un jeu, ça vaut jamais le coup de mourir en montagne ou de se blesser gravement. Exact. Puis c'est ça parce qu'en plus, tantôt, tu disais que justement, dépendamment des grimpeurs, il y a comme un degré d'acceptation qui est comme important d'être honnête envers soi-même, de justement ce à quoi on est capable d'accepter. Est-ce que justement dans ton entourage ou dans les grimpeurs que tu connais peut-être, il y en a, tu sais, toi tu disais que tu étais capable d'accepter, exemple, jusqu'à la fracture. Est-ce que tu connais des gens, exemple, dans ton entourage qui acceptent encore plus que ça? Ou tu dirais que c'est quand même assez rare? Bah, dans le monde de l'alpinisme, moi, je connais quelques-uns qui étaient capables d'accepter beaucoup plus que ça, quoi. OK. Et notamment un grimpeur, et j'ai beaucoup grimpé avec Cora. Malheureusement, il est décédé en Patagonie, mais pas parce qu'il avait trop, trop exposé sa grimpe. C'est juste qu'il y a malheureusement une chute de pierre pendant les rappels, tu vois, qui l'a touché. OK. Et ouais, c'était toujours quelque chose on avait grimpé beaucoup ensemble, tu vois, dans la face nord des Joras, dans la face nord des Droites, tu vois, les grandes passes un peu mythiques qu'on a autour de chez nous, autour de Chamonix. Mhm. Et je le voyais monter, je dis, ah non, mais là, moi, ça je pourrais pas le faire, c'est trop, OK. ça me fait peur. J'ai Ouais. beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait ou ce que font d'autres, mais qui engagent beaucoup, comme certains grimpeurs au Québec. Mais voilà, c'est pas, tu vois, c'est pas pour moi, je les prends pas comme des modèles. Il n'empêche que j'ai du respect pour ce qu'ils font, quoi. C'est juste, tu vois, un peu entre les deux. Pour moi, un modèle, c'est quelqu'un qui
tout va bien, ses enfants dans ses bras, c'est sa femme, tu vois. Moi, j'ai un peu cette image, je sais pas, comme peut-être un peu à l'ancienne, quoi, tu vois, l'importance de la famille. Moi, j'ai trois garçons, ma femme, et mon but, c'est quand je viens en Islande, c'est de revenir super vite, et puis, enfin, pas super vite, mais quand je Mhm. reviens, me remettre dans cette vie, et toi, de la vivre à 100%. Et pareil, toi, j'ai vraiment des breaks, si on peut dire, quand je suis en Islande ou quand je suis en trip à droite à gauche. C'est l'avantage aussi d'être loin de chez soi, c'est que tu vis à 100% ta passion. Tous les jours, tu vois, je vais voir mes enfants, je vais voir ma femme, on va se parler. Mais après, quand je grimpe, je grimpe. Et après, quand je reviens à la maison, tu vois, l'escalade sur glace, ça reste, c'est bien secondaire. J'ai toujours en tête Mhm. à organiser mes prochains voyages. Mais si tu veux, l'escalade de glace, elle rentre pas dans les discussions de la famille. L'escalade de glace, elle reste soit sur le pas de la porte ou dans mon bureau où il y a mes piolets et mes crampons qui sont rangés. Tu vois, j'essaye de faire la part des choses. Et le fait de faire la part des choses, c'est ben, quand tu vis quelque chose, enfin, en tout cas pour moi, quand je vis quelque chose, je le vis vraiment à 100% parce que je sais qu'après, on basculera sur autre chose. Exact, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est pas à 100% l'escalade en tout temps, l'exemple. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Cool, j'aime vraiment ça. Je voulais qu'on parle aussi de dry tooling parce que on voit que tu pratiques énormément justement cette discipline-là en tant que telle, là, qui est vraiment une sous-discipline, si on veut, de l'escalade. En fait, comment est-ce que tu vois ça, toi, le dry tooling? Puis est-ce que tu considères en fait que c'est une pratique à part entière en soi? Ben, donc, chacun le voit comme il veut. Moi, je suis arrivé là à faire du dry tooling parce qu'à l'époque, je faisais les Coupes du Monde d'escalade sur glace. Mhm, Donc, je trouvais ça intéressant comme entraînement. Après, j'ai arrêté de faire des compétitions, mais je continue à faire du dry tooling parce que j'aime bien. Peut-être que si j'avais un niveau de grimpeur de 9e degré, ce que j'aime dans le dry tooling, c'est ces grands mouvements qu'on fait dans des plafonds énormes avec le corps qui part, qui traverse le ciel. J'aime vraiment ce genre de mouvement. Parce que là, je peux pas me le permettre. J'ai pas un niveau qui me permet de me le permettre. Alors peut-être que ouais, je suis frustré de l'escalade sur roche et en fait, je retranscris un peu ces grands mouvements que j'aimerais faire en escalade sur roche. Je les refais en dry tooling. Qui, ouais, dans les voies qu'on ouvre, de ce qu'on ouvre en France, on a aussi cette spécificité où nous, on perce, on fore des trous vraiment très profonds. Tu vois, on perce à 14 millimètres et on va faire des trous qui vont faire presque ouais, 7 centimètres, à contrario de ce qu'on trouve en Amérique du Nord ou ce que j'ai pas forcément, ou un peu aussi chez vous au Québec. Vous allez percer des petits trous pour que ça reste technique. Nous, on n'est pas dans la même vision. Euh, Parce que, ouais, voilà, on a envie qu'il y ait du passage, qu'il y ait beaucoup de gens qui y aillent. Et en fait, en faisant des prises mhm, profondes et puis assez larges, on sait que ça va résister dans le temps. Et comme nous, on a quand même un gros volume de grimpeurs. Moi, j'étais un contest de dry tooling juste avant de venir. On a été quand même 50, 60 personnes, tu vois, à se répartir sur une quinzaine de voies. Donc, les prises, elles sont vraiment sollicitées. Donc, on a un peu cette différence de pratique. Et après, il y a aussi un point, là, parce que c'est toujours un point de discorde qu'on a avec les grimpeurs de roche. En tout cas, nous en France, on est tous avant tout les gens qui sont dry tuning, je veux dire, on est tous des grimpeurs de roche avant tout. Et on a un énorme respect pour le rocher. Et donc, en fait, on va jamais aller équiper des voies assez uses. Voilà, si on parle un peu des falaises un peu connues, toutes les falaises sur lesquelles on grimpe, nous, en tout cas en France, ce que j'ai vu en Suisse ou en Italie, c'est quand même des falaises qui sont pas très belles, quoi. C'est des falaises qui sont mhm. humides où le rocher n'est pas très bon. C'est pas des falaises que l'on vole aux grimpeurs. Après, je comprends aussi qu'on fait un impact dessus. Et voilà, quand on a percé un trou, ben, le trou il se rebouchera jamais. Quand on va mettre les crampons sur la roche, ben, les stigmates de la roche ils vont rester. Hein, ce qu'on voit à Marble Canyon, un peu dans ces sites vraiment très fréquentés des rocheuses canadiennes, on voit que ça a vraiment un impact. Dommage collatéral, je dirais. Ouais. Voilà, il faut pas essayer d'en faire partout. Mais on peut pas se dire, ah oui, mais tu as fait une petite trace sur le rocher. Oui, oui, c'est vrai. Ben, on va pas essayer d'équiper toutes les falaises, mais il faut que chacun ait un peu puisse avoir son terrain de jeu. Je veux dire,
Des fois, on a des gens qui font du motocross, on a des gens qui vont aller chasser, voilà. Et tout le monde, certains sont critiques contre les chasseurs, en tout cas en France, certains sont critiques contre Mhm. les motocross, tout ce qui se fait à l'extérieur, et d'autres sont critiques. Voilà, bah, on est des hommes avec tous nos défauts, mais peut-être on est tous animés par des passions, que ce soit les chasseurs ou que ce soit les gens qui font de la moto. Et voilà, mieux avec un maximum de respect pour les autres pratiquants. C'est surtout ça qui est important pour moi. OK. Cool. J'adore ça. Nice. Justement, là, tu parlais d'escalade de Et je te roche. vois plus bouger là. Ah. Euh, Dans le fond, là, tu as parlé d'escalade de roche, mais justement, c'était ma dernière question. Est-ce que toi, en fait, parfois, tu sais, est-ce que tu pratiques l'escalade de roche beaucoup? Ou, ouais, exact. Ou comment, en fait, comment est-ce que tu vois ça, toi, de mixer la roche, la glace, le dry tooling? Je sais pas si tu fais du bloc aussi, mais comment tu vois ça? Moi, tu vois, c'est juste une question de saison. Tu vois, quand c'est le temps du printemps, eh ben, on va aller grimper sur la roche. Quand ça va être le temps de l'été, on va aller grimper dans le granit à Chamonix. Et après, bah, quand les jours vont être moins beaux, qu'il se met à pleuvoir assez souvent, eh ben, on va faire du dry tooling parce que bon, c'est pas grave que le rocher soit mauvais quand on fait du dry tooling. Quand il fait trop froid, eh ben, pareil, on va aller dans les glaciers et ensuite, tu vois, c'est suivre aussi le cours des saisons. C'est pas Mhm. chercher à faire, aller faire de la glace au mois de juillet ou grimper dehors sur une falaise en plein mois de février. Quoi. Faut vivre avec les saisons qui sont autour de nous et c'est juste trouver des pratiques qui permettent d'être dehors, parce que je pense que ce qu'on aime tous avant tout, les grimpeurs, c'est être dehors, même si on a tous une pratique dans les gyms qui est de plus en plus Ouais. importante, parce que le premier, tu vois, quand tu travailles, tu as ta famille, bah, des fois, tu as 2 heures, et ben, si tu vas en falaise, tu vas prendre la voiture, tu vas le pied, au final, tu vas pas beaucoup grimper, alors si tu vas au gymnase, et ben, tu vas rentrer au bout d'une heure et demie, tu seras fatigué. Donc ça, c'est une grosse pratique. Mais voilà, on aime être dehors, nous, que ce soit les montagnards. Après, ben voilà, une nouvelle fois, c'est l'excuse d'être dehors, d'aller faire du dry tooling, ou d'aller Mhm. faire de la grimpe de roche, ou d'aller faire de l'alpinisme, grimper dans des fissures. Voilà, c'est évoluer dans un milieu vertical. Moi, voilà, c'est peut-être ça que j'aime, c'est ça, c'est évoluer dans ce milieu vertical et que le faire au mieux au fil des saisons. Quoi. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le fun que tu puisses justement, peu importe c'est quoi la saison, peu importe c'est quoi la température à l'extérieur, ben tu peux pratiquer ton sport, dépendamment en fait de la discipline du moment là, en tant que tel. Là. Fait que non, j'adore ça. Cool. Euh, What's next pour toi? C'est quoi les projets? C'est quoi tes prochains projets après le film en Islande? Mes projets, c'est d'aller en montagne dans les Alpes, là, peut-être dans les Grandes Jorasses, je sais pas. Là, actuellement, il y a des très bonnes conditions, donc voilà. Mes projets, en fait, tournent toujours autour de ça, c'est-à-dire, soit ça va être de l'alpinisme dès que ce sera possible, et puis après, ben, on verra, sûrement aller au festival de Pont-Rouge, et puis Mhm. voilà, et puis sinon, bah, tu vois, j'étais avec ma femme. Non, ça va être le temps de la rénover pour la rendre habitable pour dans quelques années, quand j'aurai fini mon travail de secouriste. Cool. J'adore ça. Bon, ben écoute, au niveau de votre film que vous allez sortir, en fait, il va sortir à partir de quand le film que vous êtes en train de tourner présentement en Islande? La première, elle va être faite au festival de Juray. Donc Juray, ça doit être, je sais pas, entre le 23 et 26 janvier 2025. OK, Donc ça, c'est parfait. la première à ce moment-là. Après, les diffusions, ce sera sûrement dans des festivals. Voilà, OK, OK. on parle de Banff pour l'année prochaine, mais en tout cas, la première sortie, ce sera début de l'année 2025, donc finalement assez rapidement. Cool. Bon, ben écoute, puis est-ce qu'il y a un endroit aussi qu'on peut le trouver pour les personnes qui écoutent le podcast? Pour l'instant, il va pas être mis, bah, c'est souvent en fait la vie de ce genre de film. La première année, en fait, il est dédié au festival, OK. et après, sur les plateformes, donc ce film, il est majoritairement financé par RAB, qui est la marque de vêtements. Je Mhm. pense que d'ici une année,
sera trouvable sur le site internet de Rab. OK, Il n'y a cool. pas, y a pas, je ne connais pas vraiment le planning là-dessus, mais c'est un peu souvent comme ça que ça se passe. D'ici une année, ce sera disponible sur YouTube ou ce genre de plateforme. Excellent. Puis toi, dans le fond, ton Instagram, là, c'est Jeff Mercier pour les gens qui veulent te trouver, j'imagine, là, sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil à ton profil. C'est vraiment incroyable, là, tout ce que tu es en train d'accomplir là, dans le milieu de l'escalade de glace. Puis je suis sûr que toutes les personnes, en fait, qui écoutent le podcast La Voix des grimpeurs, qui font de la glace, vont apprécier cet épisode-là. Fait qu'écoute, merci d'avoir pris cette heure-là en J'espère. direct. Ouais. J'espère. Et puis justement, pour revenir, je fais pas de la pub pour mon Instagram, hein, pas du tout. Mhm. C'est juste si les gens ils ont des questions, moi je réponds quasiment tout le temps aux questions que les gens me posent. Et si des fois il y a des gens qui questionnent sur la technique ou sur peut-être des endroits où moi je pourrais les aider, hein. Je connais pas, j'ai pas la science infuse de tout ce qui se fait dans le monde, mais si vous avez des questions, que ce soit sur l'escalade de glace ou sur des endroits, bah, n'hésitez pas. Et généralement, je réponds assez vite. Parce que pour Yeah! moi, c'est ça qui est important, c'est aussi le partage, c'est les réseaux sociaux, c'est ça, c'est pas juste pour se mettre en avant. Effectivement, si vous regardez mon Instagram, il y a que des photos de moi, hein, ça c'est sûr. C'est pas, mais voilà, c'est pas la finalité. Le but, c'est de partager une pratique et aussi ces plateformes d'échange avec toutes ces messageries, c'est la facilité qu'on a à parler avec des gens dans le monde entier et donc pouvoir échanger et répondre aux questions qu'ont les gens qui sont un peu plus novices que ceux qui tiennent le site. Mhm. Voilà. Merci à Yes! toi. Merci, Jeff. Puis je vous souhaite une bonne finalité de voyage. Merci. Allez, Allez, au ciao, ciao. revoir. Salut. And sometimes I can't help a frown. Then I remember what I meant for. It's so simple.